Tous, nous sommes le mercredi 11 mars 2026. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, un article de presse, issu du journal, bimestriel La Décroissance. Alors encore un organe de presse noyauté par Gisèle Pelicot, le journal de la joie de vivre. Non, j'avais envie aussi de parler de Gisèle, mais en fait, ça y est, tout le monde se réveille, hein. Après que moi, il y a au moins, allez, 18 mois, je prenais le risque fou de dire, donner mon opinion, parce qu'ici c'est plutôt une chaîne d'opinion, vous voyez bien. Ce n'est pas une chaîne de vérité, hein. C'est ma vérité à la limite, mais c'est pas la vérité, ni la science infuse. Et donc, tout ce que les gens disent aujourd'hui, enfin beaucoup de gens se réveillent, surtout à droite, j'ai remarqué. À gauche, je pense pas qu'on trouvera hein, surtout que Gisèle a quand même défilé dimanche auprès de toutes les folles tapées de dimanche, hein, parce que là, le féminisme, oh mon Dieu, heureusement que j'ai pas vu ça en direct. Dimanche, on a plutôt regardé du cinéma. Quoique, c'était un grand cinéma dans la capitale, hein, j'ai remarqué après. J'ai pu voir des gens partager ce chef-d'œuvre de la journée de la femme, en tout cas sur Paris. Je sais pas ce qu'il en est du reste du monde, mais là, à Paris, c'était quand même une catastrophe, hein, et de tous bords. Alors, c'était n'importe quoi, avec des causes qui n'ont finalement quasiment aucun rapport avec les droits des femmes en général. Enfin, voilà ceux qui nous intéressent, hein. Je parle d'équité dans les salaires, de choses comme ça. Là, c'était du grand n'importe quoi, la Palestine, des transgenres, enfin bon, il y en avait pour tous les goûts, par contre, ça c'est vrai. Et puis il y avait Gisèle, parce que Gisèle est partout. Gisèle est omniprésente. Gisèle a un don d'ubiquité. Alors ubiquité, c'est cette capacité d'être à deux endroits à la fois, à plusieurs endroits à la fois, et Gisèle a ce pouvoir. Donc alors, cette édition de La Décroissance, donc c'est sur... euh, le titre, c'est contre la décroissance contre la désespérance. Donc c'est intéressant. Donc cette fois-ci, je vous partage un, un article qui m'a bien intéressé sur l'éducation positive nocive, nous dit-on. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est plutôt un journal. Je ne sais pas comment il se positionne. Il s'appelle lui-même d'écologie politique. Donc je ne sais pas si vraiment il y a une orientation de gauche, de droite. J'en ai jamais franchement eu l'impression. Je sais que dans les gens inspirants, il y a le fameux Jacques Ellul et plein d'autres penseurs, chercheurs, économistes aussi, intelligents. Parce que je vous mettrai une citation là après du dernier prix Nobel 2026 de l'économie. Et bien lui, il n'est pas piqué des hannetons, les amis. Donc alors je vous lis cet article et donc c'est là où je voulais en venir, c'est justement on pourrait penser que c'est un journal gauchiste et où l'éducation positive très en vogue depuis ça a commencé il y a une cinquantaine d'années en se renforçant énormément pour les jeunes parents de ma génération, c'est-à-dire au tournant des années 90, avec peut-être un pic au début des années 2000. Et puis, enfin, peut-être, mais c'est pas sûr, je sais pas. Ça a tellement été justement grignoté, ça a tellement grignoté les cerveaux, tant des instits, malheureusement, des professeurs, de la sphère, on va dire, de l'éducation nationale, ou même dans le privé, hein, l'éducation, voilà, l'école, en général, ce qui concerne la scolarité de nos enfants, qui est désormais obligatoire en structure, puisqu'on ne peut plus, il est interdit de faire l'éducation à la maison, l'instruction en famille, ça s'appelait dans le temps. Alors par contre, quand vous avez un gosse qui est autiste lourd, en fauteuil roulant, là, on va pas vous demander votre avis, ça sera vraiment de l'instruction à la maison, avec le CNED, hein, donc ces centres d'éducation à distance, quoi, je me souviens plus, mais c'est les cours par correspondance. Là, vous pourrez par contre.
mais c'est sous réserve de faire un enfant handicapé. Non, mais je plaisante pas en plus les amis. Les enfants handicapés, il y a pas de place. Ah non, bah non, il y a pas de structure, en France, ça, rien à faire. Allez, on se le lit cet article-là. Alors, la pensée positive, entre guillemets, a envahi notre société, particulièrement dans le domaine éducatif. Elle nuit pourtant à la construction de l'enfant qui a besoin de limites et d'interdits pour vivre avec autrui. L'éducation positive consiste en respect, bienveillance, soutien pour l'épanouissement de l'enfant, ainsi que nous le présente un de ces militants qui exerce le beau métier de semeur de bonheur, entre guillemets. Alors là, lui, la source, c'est justement le site éducationpositive.fr. Donc ça, ce sont des semeurs de bonheur. Dans les faits, il s'agit surtout de ne pas mettre clairement des interdits. Merveilleux, magnifiquement libéral, mais rigoureusement impossible à tenir pour qui comprend notre structure psychique telle que la mise à jour Freud, inconscient, pulsion, refoulement. Bon alors ça, Freud, on pourra en reparler. J'en reparlerai de toute façon. Parce que moi, ce mec-là, ok, le père de la psychanalyse, machin, mais bon, il couchait avec ses patientes. Hein, donc, ah, mais ça me rappelle Gérard Miller, dites donc. Sûrement un freudien ou lacanien, pas un mec comme ça, quoi. On en reparlera. Socialiser un enfant implique, excusez-moi, inévitablement de poser fermement des interdits, avec leur transgression inévitable, appelant des sanctions appropriées comme autant de limites qui rendront vivable la société. Alors, après des décennies positives, entre guillemets, qui ont produit une catastrophe parfaitement annoncée, c'est-à-dire des enfants ingérables n'ayant jamais intégré la nécessité de la frustration, incapables dès lors de vivre en collectif. Certains se réveillent enfin. La psychologue Caroline Goldman est l'une des voix critiques de l'éducation positive les plus médiatisées. Elle ose dire qu'un bon moyen pour arriver à bout des crises de nerfs d'un enfant consiste tout simplement à l'isoler temporairement, par exemple dans sa chambre, le temps que l'orage se calme. Une méthode on ne peut plus basique et de bon sens, qui a fait ses preuves depuis des temps immémoriaux, mais qui, en ces temps positifs, introduit une véritable révolution. Les réactions outrées ne se sont d'ailleurs pas fait attendre. Certains experts, entre guillemets, en prescription éducative, au-delà de 2 minutes de mise à l'écart dans sa chambre, l'enfant risquerait d'être gravement perturbé. Alors là, c'est qui dit ça? Éducation positive versus éducation autoritaire. Que dit la science? Entretien avec Franck Ramu. Chaîne YouTube La Matrescence du 17 mai 2024. Eh ben, on ira voir ça. J'irai voir ça en tout cas. Donc voilà, c'est ce que cette personne dit. Donc faut pas, non, parce qu'au-delà de 2 minutes, l'enfant est gravement perturbé. Les parents apparaissent dès lors comme des monstres de sévérité. Conviendra-t-il bientôt de les rééduquer, les parents? Punir est désormais confondu avec corriger, sans doute à coups de martinet ou de règles sur les doigts, et tend à devenir un tabou dans notre société. Ainsi, nombre de parents ne peuvent-ils comprendre que les provocations de certains enfants sont précisément l'indice et le symptôme d'une demande insistante de limites. Avec des conséquences dramatiques, l'enfant devra pousser le bouchon toujours plus loin avant de rencontrer des interdits fermes, des sanctions comme autant de bornes qui limitent les sorties de route. La nécessité de la punition est pourtant une évidence qui fréquente les structures au sein desquelles des éducateurs sont en charge d'enfants et d'adolescents particulièrement déstructurés. Dans un foyer de l'enfance, par exemple, où j'ai travaillé, alors c'est la dame, hein, Laurence Savignon, la journaliste, ou qui doit être éducatrice, qui dit ça, hein. Un éducateur ne pourra pas se permettre que lors d'un repas pris en commun, un enfant en blesse un autre à coups de fourchette, sans intervenir de façon sévère, entre guillemets, bien sûr. Dans notre monde de positive attitude, je crois que c'est Laurie qui chantait ça, les déferlantes pulsionnelles
qui se manifestent chez les enfants sont répertoriées comme des émotions, ce qui leur confère d'entrée de jeu un statut tout à fait positif. Ce n'est pas comprendre que si dans certains nombres de situations, il est important de manifester ses émotions au lieu de tenter de les contenir, il importe de réagir lorsque ces manifestations virent à ce qui s'apparente, excusez-moi, à de l'incontinence émotionnelle. Faute d'agir par la parole et la punition, c'est désormais l'infini arsenal des psychotropes que nous sollicitons. Et c'est ainsi que le nombre d'enfants auxquels on administre sans scrupule des calmants de toutes sortes ne cesse de croître. La consommation de Ritaline, notamment, s'envole. Elle est couramment utilisée pour calmer les enfants répertoriés hyperactifs, entre guillemets, avec, entre guillemets, troubles de l'attention et un nouveau sigle d'expertise, le TDAH. Alors que le diagnostic est souvent simple comme bonjour, les gosses souffrent tout simplement de carences éducatives. Aussi incroyable que cela paraisse, nous ne parvenons plus à concevoir que la civilisation s'est construite grâce au refoulement des pulsions. On admettait pourtant autrefois sans problème que dans des situations de régression culturelle, le refoulement civilisateur, ayant échoué, le pulsionnel tendait à régner sans contrôle. C'est le retour à de telles réflexions qui nous éviterait la régression vers la violence pulsionnelle. Or, la tendance actuelle est à guérir, entre guillemets, plutôt que prévenir, préfère nous doter de cellules ad hoc de psy, tout spécialement formées à intervenir après coup. Il en fut ainsi après une énième attaque au couteau d'une enseignante par un élève en ce début février 2026. Un collégien, témoin de la scène, révélera sur les ondes d'une radio d'État, ça doit être France Inter ou France Culture, que la cellule psy, écoutez bien les amis, lui avait conseillé, ouvrez les guillemets, d'avoir des pensées positives pour chasser de son esprit la scène en question. Effectivement, rien de plus efficace en effet que de remplacer l'image d'un bain de sang par celle d'un beau coucher de soleil. Dans le même ordre d'idées, on voit fleurir des formations de premiers secours de santé mentale. Eh oui les amis, eh oui. Ouverte à tout le monde, où il est question d'apprendre en 14 heures de cours à aborder et à parler avec une personne qui nous semble souffrir psychiquement afin de lui apporter de l'aide. On est dans une société qui part en cacahuète quand même, tout de même. La bienveillance sirupeuse semble donc avoir encore de beaux jours devant elle, mais elle ne palliera pas l'abandon du domaine de la santé mentale par les pouvoirs publics. L'état de déliquescence des urgences psychiatriques en témoigne, tout comme le manque de formation longue et complexe de professionnels qualifiés du soin psychique. Donc c'était un article signé par Laurence Savignon que je trouve pas mal, intelligent. Ça y est, on redescend un petit peu sur Terre, ce qui est quand même intéressant. Alors, effectivement, l'article pointe l'arsenal médicamenteux. Ça, c'est vraiment une horreur. Le nombre de petits camarades de ma fille, donc qui est en primaire, qui sont sous Ritaline, c'est une horreur. Alors, on va parler de notre cas. J'aime pas trop parler, mais là, on peut le faire. Il n'y a rien de si grave, puisque de toute façon, maintenant, c'est comme ça. Moi, je suis passée d'enfants qui ont la trentaine passée, qui sont adultes. Et puis, il y a la dernière qui est née... c'est le petit dernier, hein, voilà. Après mes 40 ans, j'avais 42 ans. Donc, du coup, il y a un grand écart d'âge entre mon fils aîné, mes 4 premiers enfants, et ma petite dernière. Et donc, du coup, je peux témoigner de l'évolution de... cet article est très bien. Ça témoigne de là où on en est actuellement et qu'il va falloir mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière pour s'en sortir. On a effectivement des gosses qui sont juste en manque d'éducation. Alors, on va dire c'est des sales gosses mal élevés. Mais c'est bien de dire mal élevés, parce que mal élevés par qui ? Par nous, évidemment.
Un enfant, ça s'élève pas tout seul et le laisser, justement dans le flou artistique concernant, le domaine des limites, machin, tout ça, des interdits. Comment voulez-vous justement, faire société et faire des enfants, sains d'esprit et puis des adultes sains d'esprit après, hein, évidemment. Parce que, se protéger par exemple des prédateurs, c'est également un moyen de ne pas de savoir que ça c'est un interdit. Donc plus tard, travailler justement sur le domaine de ces pulsions et d'être capable de dire: «Ouh là, est-ce que j'ai un problème?» d'en parler avec ses parents, d'en parler avec un prof, et là, quand il y a vraiment besoin, on prévient justement, on dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un souci?» Et ça peut quand même, sauver des vies. Donc c'est important, et tout ne se guérit pas avec les médicaments. Moi, je suis persuadée que pour mon cas, la bipolarité s'est déclarée, oui, parce qu'il y a eu des chocs traumatiques dans l'enfance, mais également parce que comme je suis d'une famille de soignants, j'ai été collée, sous des molécules dès mon plus jeune âge, de taré, hein. Moi, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais ma grand-mère me collait du Mogadon, j'avais 6 ans, quoi. Donc ça, c'était un truc pour dormir, un calmant, du Valium, des trucs comme ça. Comment voulez-vous derrière ne pas développer, déjà des problèmes, c'est-à-dire que toutes les molécules, vous allez avoir ah, une adaptation en fait, et voire, pas forcément une dépendance, mais elles vont être moins efficaces. Tout ce qui est la classe des benzodiazépines, à partir d'un certain stade, Gisèle Pédico, coucou si tu m'entends, c'est plus efficace au niveau anxiolytique. Or, c'est ce qu'on recherche. Donc, faut éviter de commencer des médicaments inutiles, en plus la plupart du temps, sur des enfants, parce que c'est ce que ça va développer derrière, c'est une accoutumance, une addiction, enfin plein de saloperies, quoi. L'éducation, c'est la base, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens-toi à table, puis après, c'est à vous, c'est votre petite soupe personnelle, voilà, si vous avez envie de mettre la fourchette à gauche et le couteau à droite, la petite cuillère au-dessus, enfin voilà, de lui apprendre en plus de pas manger avec ses doigts, à part si, votre enfant va en vacances au Maroc, mais au-delà, des frontières où on mange avec ses doigts parce que c'est la culture locale, bah, dans notre pays, on mange avec un couteau, une fourchette et un couteau et une cuillère, petite cuillère pour, les desserts et puis une cuillère à soupe, pour la soupe. Voilà. On évite de faire des bruits de mastication, c'est dégoûtant, voilà, ce genre de choses, vous voyez? Et puis, moi, il y a pas longtemps, justement, nous avons eu un rendez-vous, que nous avons sollicité parce que, depuis que, notre enfant est scolarisé, donc merci Macron, hein, depuis ses 3 ans, tic tic tic, il y a pas eu de hein, heureusement, on a eu le coco, donc on a pu un peu zapper, non, parce que ça, c'est une dinguerie, hein. Enfin bon. Eh bien, comment vous dire? Hem, Chaque année, il y a une demande, une injonction de voir tel ou tel spécialiste. Donc là, j'avais demandé à l'ancienne directrice qui est enfin, qui maintenant n'est plus directrice, mais qui, est toujours prof, qui est charmante, hein, de venir, si elle voulait bien, elle a accepté, à ce rendez-vous avec, monsieur le directeur qui est maintenant, également le nouveau professeur de notre enfant. Parce que, le truc, c'est que là, pour des raisons, vous allez rigoler, hein, mais c'est vrai, on en est là quand même, hein. Notre enfant alors j'ai un mot qui me vient à l'esprit, mais il faut pas dire, Alain il veut pas, et adore le bazar. Voilà, mais vous aurez compris à quel mot je pensais. Par exemple, donc son truc, c'est les petits découpages, beaucoup de découpages, avec, un soin en particulier à en mettre partout autour d'elle, un peu comme un petit, rat, un hamster, donc elle a des chiquettes, elle fait des petits bouts. Elle utilise un nombre de tubes de colle, incommensurable. Elle colle, elle fait des collages, perd ses affaires, voilà, en une journée, il y a plus de trousse. Donc on fait un réassort, régulier et c'est très compliqué de la canaliser même à la maison. Alors pourquoi? Ici, donc notre, logement est toujours, en chantier perpétuel, permanent. Voilà, et moi je suis déglingue, donc je ne suis plus, avant, c'était la tornade blanche. Moi, je faisais mes placards une fois par semaine, enfin imaginez, je m'astreignais à des trucs complètement débiles, soit dit au passage.
Maintenant, physiquement, je peux plus, je tiens plus du tout, c'est voilà, j'ai plus la force. Et Nicolas, lui, est un adepte du mot auquel je pensais, bazar, mais c'est pas ça. Donc évidemment que derrière, là, c'est une carence. À nous de, on passe, moi je radote, on radote avec notre enfant. On passe notre temps à dire, non mais ça tu ranges, ton slip tu le ramasses, tu vas le mettre au sale. Je ne ramasserai pas ta paire de chaussettes. Ou paire de chaussettes, en général, il n'y en a qu'une. Mais vous connaissez le problème, vous l'avez eu chez vous aussi, les copains, hein. Ne prenez pas pour une, hein, c'est pas au vieux singe que bon. Les chaussettes, en général, il n'y en a toujours qu'une seule. La paire est très compliquée à retrouver. D'ailleurs, au passage, petit conseil, n'achetez que des chaussettes unicolores, toutes noires, toutes bleues. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... C'est super sympa. Pas besoin de s'embêter puisque vous avez 50 paires de chaussettes noires ou 50 paires de chaussettes bleues. Donc, c'est formidable. Ou rouge. Ouais, les chaussettes de tennis blanches, évitez, c'est moche. Bon, bref, on s'en fiche. Donc, voilà. Et ça, faire rentrer ça dans le crâne maintenant d'un prof, c'est plus possible. De dire qu'en fait, on sait d'où vient le problème, qui est un problème banal. Et donc, pourquoi j'avais demandé à l'ancienne directrice, qui est toujours prof dans cette école, de venir, c'est parce que là, il y a une espèce d'interpénétration des milieux médicaux et scolaires qui me semble abusive. C'est-à-dire, chaque année, on a eu une demande. Alors, première année, les 2 premières années, hein, j'ai tenu 18 mois quand même, hein, et j'ai gagné. J'ai fait de la résistance, et mamie fait de la résistance, parce que Vanda, qui est née grande prématurée, avait ce qu'on appelle un trouble de l'oralité. Donc, problème, c'est des gosses en général, les grands prémas comme ça, qui ont du mal avec les aliments, changer d'alimentation. Ouais, ça a pris très longtemps, plus qu'un enfant né à terme. C'est un grand classique. Pour passer des purées, le tout mixé avec à des petits morceaux. C'est comme ça, voilà. Imaginez que vous êtes nourri pendant 2 ou 3 mois, ça dépend de la prématurité ou plus, avec des tuyaux, sans jamais avoir... on vous donne pas à téter, parce que c'est pas possible, c'est... Voilà. Il n'y a pas forcément le réflexe encore. Et puis d'un seul coup, vous rentrez enfin, vous arrivez à la maison avec papa, maman, et là, poum, on vous colle. Le biberon, vous l'avez déjà eu en sortie de pédiatrie. Mais néanmoins, c'est un truc qui est long à mettre en place. Et souvent, trouble de l'oralité, ça va concerner effectivement l'alimentation, mais également la façon de parler. Donc il y a un petit retard à rattraper, mais c'est pas un retard, c'est juste un retard de la naissance. Quand vous naissez avec 2 ou 3 mois d'avance, évidemment que vous n'êtes pas au même stade de toute façon d'évolution, entre guillemets. Donc, la petite avait un zozotement. On ne comprenait pas forcément ce qu'elle disait les 2 premières années de maternelle. Et elle avait un cheveu sur la langue. Et là, ils m'ont pourri la vie avec « il faudrait quand même voir un orthophoniste ». Alors moi, j'en ai vu des orthophonistes pour ma grande qui, elle, réellement est dyslexique. Là, c'était un cas grave, hein. J'ai vu on était suivis par la MDPH et également par un neuropédiatre. Enfin, c'est... Voilà. Je l'ai mise dans un collège privé spécialisé avec classe spéciale dyslexique. C'était super collège à Angers, vraiment. Pour ceux qui sont dans le Maine-et-Loire, je vous conseille, hein, c'est le collège de la cathédrale Saint-Maurice. Ça, c'est top si vous avez un môme qui est surdoué. Il y en a encore. Bon, maintenant, on ne dit plus ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des chanteurs aussi, une chorale, les petits chanteurs de je sais plus quoi. Oh, c'est rigolo parce que des fois, quand on vient en rendez-vous avec les profs, il y a les gosses qui chantent. C'est extraordinaire. Et puis, ben, il y a les dyslexiques. Superbe collège, très bel endroit, avec vraiment une équipe éducative formidable. Et nous, ça ne l'a sauvé pas de la dyslexie, on ne guérit pas. Mais par contre, ça permet à l'enfant d'arrêter la stigmatisation. Parce qu'en cours avec d'autres gosses qui n'ont pas ce problème, c'est pas simple, vous voyez bien, on se moque d'eux, enfin, ils sont sujets quand même à des colibets, des choses comme ça. Donc là, on les aide à avoir des moyens mnémotechniques pour avancer. Donc, je voyais effectivement le contrat, par contre, c'est on continue à avoir l'équipe neuropédiatrique et il faut avoir un orthophoniste. Et en fait, je subissais un peu ma fille
J'avais trouvé une famille d'accueil, parce qu'il y a pas d'internat, par contre, dans ce collège. Et la semaine, ça c'était compliqué. Bon, après, on s'est débrouillé autrement. J'avais trouvé une autre maman, par petite annonce, dont la fille était scolarisée dans la même classe, etc. Donc ma fille dormait au départ jusqu'au mois de février. Elle a dormi chez cette dame à Angers. Et donc les filles allaient toutes les deux chez l'orthophoniste de l'autre maman. Mais c'était une fada, cette orthophoniste. Elle voulait nous envoyer à Beaune, dans l'est de la France, pour aller voir une ophtalmo, copine à elle, qui prescrivait des lunettes. Alors, c'était quoi le truc? Prismatique. Parce que selon un délire de cette école-là, parce qu'il y a plein d'écoles chez les orthophonistes, eh bien, ça aura un rapport avec l'oreille interne et ce qu'on appelle la proprioception. Vous savez, c'est cette façon de comment vous gérez justement votre équilibre. Vraiment, ça partait en vrille, en cacahuète. Et l'autre, elle me disait, de toute façon, si vous y allez pas, bon, non mais sérieux. Et le prix des lunettes, je vous laisse imaginer un truc hors convention, n'importe quoi. Elle voulait plus voir notre fille. Et donc, du coup, elle est partie en retraite avant. Mais au secours, moi, de toute façon, j'avais dit, j'irai pas à Beaune, non. Et bref, et ces séances à elle, c'était n'importe quoi. Parce qu'avant, c'était une copine à moi qui s'occupait de ma fille, une autre orthophoniste dans notre coin. Et l'autre, c'était à base de cris d'animaux, c'était complètement délirant. Donc, et là, pour la première année ça, et là, le directeur qui est son prof me dit, mais attendez, on parle bien de la même, là, c'est la petite qui est avec nous. Je fais, oui, oui, oui. Et donc, madame l'ancienne directrice ne pouvait pas nier que pendant 18 mois, elle a soutenu les 2 enseignantes qui m'ont cassé les rouleaux avec « faut aller voir un orthophoniste ». Là, actuellement, le problème, c'est qu'il faut aller voir un psychologue, alors le psychologue de l'école, parce qu'elle elle aime bien le bazar. Voilà. Que son cartable n'est pas bien rangé. Donc, il y a cette espèce d'injonction. Et puis l'année d'avant et encore maintenant, bon, elle écrit comme un cochon. Donc là, il faudrait aller voir un ergothérapeute ou un truc comme ça. Non, mais sans déconner. Moi, j'ai mal au canal carpien, j'ai des douleurs partout. Puis je pense que ma bipolarité joue un peu là-dedans. Je n'écris jamais de la même façon. Ceux qui reçoivent des cartes postales de moi vont vite s'en rendre compte, ou s'en sont déjà rendus compte. Des fois, j'ai une écriture d'enfant niveau grande section. Voilà, parce que j'ai très mal, ou c'est un jour où je vais écrire très très mal. Et puis le lendemain, j'aurai une écriture avec des pleins et des déliés. Ah oui, c'est comme ça, voilà. Et ça, ils peuvent pas comprendre. Donc, et puis les médecins, s'ils n'avaient pas des ordinateurs, je sais pas pour les plus vieux d'entre vous, si vous vous souvenez de la tronche des ordonnances, avant qu'ils fassent ça à l'ordi. C'était immonde. Donc, c'est pas une preuve, la belle écriture, comme on me disait dans le temps, avec les pleins et déliés, c'est la science et les déliés. Vous savez, avec la plume et tout ça, c'est la science des ânes. Ce qui compte, c'est de savoir sa grammaire, son orthographe, la syntaxe, tout ça. C'est ce que j'ai dit à monsieur le directeur, qui était esbody, que j'ose lui dire des trucs pareils. Mais bon, à 53 balais, vous doutez bien que, bon, à un moment donné... Et quoi d'autre? Ah oui, ça, on a obéi, on a fini par obéir. Il faut aller voir un ophtalmo. Donc, on en a vu 2, même 3. À la fin, le 3e a fini par trouver une légère correction. Le problème de notre fille, c'est pas qu'elle a un problème aux yeux, c'est qu'elle fait trop d'écran. Voilà. Vous voyez le problème des limites aussi. Nous, chez nous, il faut qu'on en arrive à justement pousser des gueulantes pour décoller notre enfant de ces écrans qu'on a nous-mêmes introduits, on est d'accord. Mais pour les autres générations, c'était d'autres problèmes. Chaque génération a sa problématique. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, comment vous en êtes sortis, si vous êtes des vieux parents comme moi, si vos enfants ont 40 ans en plus, si vous avez des commentaires à faire, je serais contente de les recevoir, de vous y répondre. Et puis, n'hésitez pas à discuter entre vous, bien sûr, toujours dans le respect et la bienveillance. Ah oui, j'avais dit que je vous montrais aussi le truc rigolo de notre nouveau prix Nobel d'économie, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc alors, j'adore. Alors donc, c'est 2026, ça vient de France Culture, vu par les prix Nobel. Donc c'est là, toc toc toc. C'est un luxe de bobo, la décroissance.
Donc ça vient de Philippe Aghion, donc économiste, prix Nobel d'économie 2025. Et je me suis gourée, c'est 2025, mais 2026, voilà. Non mais sérieux? Donc lui, voilà, je vous explique, c'est un luxe de bobo la décroissance. Voyez, heureusement, il y a une alternative à la décroissance, c'est la croissance, c'est-à-dire de pousser pour, l'innovation verte. Ça, c'est Philippe Aghion, donc sur France Culture, le 7 janvier 2026, émission 2026 vue par les prix Nobel. La société du progrès qui progresse a les prix Nobel gogo de la croissance qu'elle mérite. On est bien d'accord. Vous savez, on est une société en déclin qui qui s'auto-phagocyte, qui se détruit, qui se mange elle-même. Et je crois enfin, on n'en sort jamais vivant, hein, de l'expérience qu'est la vie. En tout cas, de ce corps terrestre et bien fragile, hein. Petits êtres fragiles que nous sommes et bien faibles. Mais là, je pense qu'on n'aura jamais vu un effondrement de civilisation aussi rapide. Parce que j'ai écouté des émissions il n'y a pas très longtemps, là, justement, sur l'effondrement, par exemple, de la société romaine antique. Mais ça a pris des décennies, presque des siècles, avant qu'il y ait une chute de Rome. Là, nous, ça va à une vitesse, les amis. Je suis pas sûre que nos enfants, enfin moi la dernière en tout cas, même les grands, voient le monde là d'aujourd'hui encore s'ils atteignent 60 ans. Parce qu'en plus, je pense qu'on va avoir une espérance de vie très réduite, de plus en plus réduite. Et tiens, une fois de plus, tenez plutôt, Houellebecq avait encore raison dans la possibilité d'une île, que j'ai beaucoup aimé en livre. Par contre, enfin, je vous le déconseille. Il a voulu faire le kéké, à réaliser lui-même le film de son propre roman. Et là, j'ai rarement vu un navet pareil. Alors que le bouquin est génial. Et donc, dans ce livre de science-fiction, mais qui, je pense, est un peu une prédiction, comme dans Soumission, un autre livre, roman dont je vous parlais il y a quelques jours, eh bien, Houellebecq nous dépeint un monde, c'est le monde là complètement, c'est pas qu'un pays quoi, où c'est les ultra riches qui vont pouvoir se cloner, en gros vivre éternellement, et puis dans des murs, hein, tout est clos de hauts murs, ils sont ultra protégés, machin, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre, dans une grande solitude par ailleurs, et au dehors il y a c'est un peu la planète des singes si vous voulez, il y a d'autres humains mais qui sont tout nus, voilà, qui vivent, c'est le retour un peu à enfin, là on n'est pas sur le chasseur-cueilleur, on est c'est un monde affreux quoi. Et eux ils manquent de tout par contre, puisque le monde on leur a laissé évidemment beaucoup plus sale que quand on l'avait trouvé. Voilà, bon cette fois-ci je vous laisse, désolée d'avoir été longue, mais je pense qu'au niveau éducation, ce qu'on laisse croire aux parents, ce qu'on demande aux parents, ce qu'on demande aux enfants, là on est encore dans l'erreur. J'espère que ça va se corriger et qu'on va se reprendre, peut-être avant qu'il soit trop tard, je sais pas. Mais on les prépare pas à vivre ensemble de toute façon, ou en tout cas, ils vont pas bien vivre ensemble. Voilà. Bon allez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.